Oh non! Les passagers luttent pour leur vie dans un avion en feu à Dallas. C'est quoi ce bazar? En Floride, un L-1011 flambant neuf s'écrase dans les Everglades. L'enfer a commencé. Relief. Pourquoi l'alarme sonne? Et un Sukhoi Superjet 100 percute une montagne au sud de Jakarta. Pourquoi a-t-il autant dévié de sa route? 3 accidents terribles qui laissent les enquêteurs perplexes. Viens voir. Elle est bien esquintée. Messieurs, comment ça se passe? C'est l'hôtesse? Qu'est-ce qu'elle fait là à ce moment? Le manque criant de discipline nous a surpris. Descends voir si ce fichu train... J'arrive pas à l'enlever. 3 accidents, une cause identique, des pilotes distraits. C'est encore une matinée très chargée à Dallas-Fort Worth, le 3e aéroport le plus fréquenté des États-Unis. Des 56 autorisés décollage piste 18 gauche, cap unité 8-5. Les aiguilleurs du ciel y gèrent plus de 670 000 mouvements d'avions par an. « 11:41, on va vous repousser. Rappelez quand vous êtes prêts pour le roulage. » Reçu. On lâche les freins et on recule. Ça roule. Les pilotes du vol 1141 de Delta Airlines préparent leur Boeing 727, destination Salt Lake City. Autorisé démarrage moteur. Balise. Allumé. Frein de parking. Desserré. Le commandant Larry Davis et son copilote Wilson Kirkland sont des vétérans chez Delta Airlines. Vanne fermée. Le mécanicien navigant Steven Judd est une nouvelle recrue. Delta 1141, tournez à droite et maintenez avant l'entrée de piste. Reçu 11:41. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Va falloir attendre après le décollage. Paul Verheiden est architecte. Il se rend dans l'Utah pour affaires. J'avais un chantier dans la banlieue de Salt Lake City. Je devais aller y faire des études de terrain. C'était un voyage comme un autre. Le 727 est prêt à partir. Mais sa progression est ralentie par d'autres avions sur les voies de circulation. Avec un peu de chance, on aura encore des dents quand on sera parti. Décrépitude sur l'aire de trafic sud. Dixie Dunn est hôtesse de l'air depuis plus de 30 ans. Messieurs, comment ça se passe? On doit aller jusqu'au bout, là-bas. Et une fois que tous ces avions auront décollé, ce sera à nous. 11:41, roulez jusqu'au taxiway 21 et maintenez avant 19. Reçu 11:41. Autorisation est enfin donnée de rouler jusqu'à la piste. Mais il y a une très longue file d'attente. De quoi voulez-vous qu'on papote? Pourquoi pas des prochains rencarts de nos chères hôtesses? Comme ça figurera dans l'enregistreur si on s'écrase. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous décollerons en 4e position. PNC, préparez la cabine, s'il vous plaît. On est prête. Merci. Alors qu'il gère plusieurs avions à la fois, le contrôleur voit une occasion de débloquer la situation. 11:41, roulez et maintenez avant 18 gauche. Reçu, maintenons avant 18 gauche. Ce changement de programme est le bienvenu. Le vol 1141 est envoyé en début de file. Harnais, Attaché. volet, 15-15 voyant vert. commande de vol, Vérifié. instrument de navigation, Réglé. briefing décollage. Terminé. C'est pas trop tôt.
Delta 1141, autorisé décollage, piste 18 gauche. Autorisé décollage 1141. Puissance réglée, paramètres moteur OK. La vitesse augmente des deux côtés. 80 nœuds. VR. V2. Il y a un problème? Pas de moteur. Allez, le gaz. Ça va pas le faire. Tandis que flammes et fumées gagnent la cabine, 108 personnes tentent de quitter l'appareil. Oh non! Il faisait noir. La fumée était si épaisse que j'avais du mal à respirer. J'étais à bout de souffle. Je pensais à ma femme et à mes 2 enfants. C'est tout. « 94 personnes, dont les pilotes et Paul Verheyden, parviennent à sortir de l'avion en vie. En me retournant, j'ai vu que l'avion brûlait. L'hôtesse Dixie Dunn et 13 autres personnes n'ont pas cette chance. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports arrivent rapidement sur les lieux. La piste est longue, la météo était clémente. Il n'y avait rien qui puisse empêcher un décollage. On savait qu'on devait chercher du côté de l'appareil ou de la configuration. On avance. Les boîtes noires sont retrouvées peu de temps après l'accident. Envoyez-les vite à Washington. En attendant l'analyse des données des enregistreurs, les enquêteurs se mettent en quête d'indices sur le terrain. Viens voir. C'est l'arrière de l'aile. Elle est bien esquintée. Même le sabot de patin a touché le sol. À l'extrémité arrière d'un Boeing 727, il y a un patin de queue. C'est une espèce de béquille en métal qui vient frapper le sol pour protéger le fuselage quand le nez de l'avion est trop relevé lors du décollage. Voyons où il a tapé. Le premier impact s'est produit ici. Marqué et mesuré. Le fait que le patin de queue a frotté la piste, c'était le signe que l'avion était cabré à un angle de 10 degrés à ce moment-là. Un angle de 10 degrés suffit pour qu'un 727 décolle en toute sécurité. Mais ça n'a pas été le cas. Reste à savoir pourquoi. Bon. L'avion s'élance sur la piste. Il n'arrive pas à décoller. Sa queue frotte le tarmac et l'aile droite vient frapper le sol. Les enquêteurs procèdent par élimination et rejettent plusieurs hypothèses. Quel était le poids de l'avion? 71 524 kilos. On est bien en dessous des limites. Vérifions le carburant. Si le ravitaillement n'a pas été effectué correctement, le 727 a peut-être été déséquilibré. Ça donne quoi? Rien. Aucun déséquilibre entre les réservoirs. Les enquêteurs éliminent leurs théories les unes après les autres. Le décollage raté du vol 1141 reste un mystère.
La pression est énorme pour les enquêteurs qui doivent découvrir pourquoi le vol 1141 de Delta Airlines s'est écrasé au décollage. Un détail de la zone de l'accident finit par attirer leur attention. Tiens, regarde cette photo. On dirait que les volets n'étaient pas sortis. Lors du décollage, les volets d'un avion de ligne doivent impérativement être sortis. Sans eux, les ailes n'ont pas suffisamment de portance pour permettre à l'avion de s'élever. Les enquêteurs devraient pouvoir vérifier si les volets étaient déployés grâce à l'enregistreur de paramètres. C'est tout ce qu'il y a? Aux grandes dames des enquêteurs, la boîte noire est un ancien modèle qui enregistre très peu de données. Il n'y a aucune information sur les volets. T'es prêt? L'enregistreur phonique leur permettra peut-être d'en savoir davantage. 1141, rappelez quand vous êtes prêt pour le roulage. Reçu. On lâche les freins et on recule. Ça roule. Cet après-midi-là, quand on a pu écouter l'enregistreur phonique, Avec un peu de chance, on aura encore des dents quand on sera parti. il y avait des discussions sans rapport avec le vol pendant la longue phase de roulage. J'ai oublié d'aller chercher mon chèque. T'as eu le tien? Ouais. Ils devraient être concentrés sur leurs tâches, pas leur chèque. Les enquêteurs sont troublés par le bavardage dans le cockpit. Messieurs, comment ça se passe? C'est l'hôtesse? Qu'est-ce qu'elle fait là à ce moment? C'est quoi comme oiseau? Des aigrettes ou un truc comme ça. Des cousines de celles qu'on voit à la mer. Elle est dans le cockpit et elle discute oiseau. Les pilotes ne sont pas autorisés à avoir des discussions non pertinentes avant d'atteindre les 10 000 pieds. Ce manque criant de discipline pendant le roulage, juste avant le décollage, nous a énormément surpris. Pourquoi pas des Un prochains rencard de nos chères hôtesses? La configuration des volets n'a pas encore été évoquée. Mais ce qui suit est révélateur. 1141, roulez et maintenez avant 18 gauche. Reçu. Maintenons avant 18 gauche. Arrête la bande. C'est à ce moment-là que le contrôleur les fait passer en tête. Ils vont devoir décoller au pas de charge. En 90 secondes environ, ils devaient finir leur checklist roulage, faire la checklist avant décollage et décoller. C'est très serré. Relance. Les pilotes étaient-ils d'abord trop distraits, puis trop dans la précipitation, au point d'oublier un élément essentiel, le déploiement des volets? Harnais. Attaché. Volet. 15-15, voyant vert. Attends, stop. C'est limpide. Les volets déployés à 15 pour le décollage. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont passé en revue toute la checklist. Lors de leur interrogatoire, les pilotes soutiennent qu'ils avaient bien sorti les volets. Mais les enquêteurs veulent des preuves. Il faut voir les vérins à vis. Le vérin à vis fait partie intégrante du mécanisme des surfaces mobiles. En tournant, il fait bouger un écrou qui va déployer ou rétracter les volets. Si les volets avaient été sortis, l'écrou aurait été ici. C'est tout vu. Les volets n'étaient pas déployés. C'est la preuve qu'ils attendaient. Les volets n'étaient pas sortis pour le décollage. Mais pourquoi les pilotes croyaient-ils le contraire? Les enquêteurs réécoutent les conversations dans le cockpit afin de trouver un indice qui expliquerait cette confusion. Harnais. Attaché. Volet. 15-15, voyant vert. C'est du tac au tac. Ils vérifient vraiment ou ils se contentent de répondre? Volet. 15-15, voyant vert. Il s'écoule moins d'une seconde entre la question et la réponse. Il n'a pas eu le temps de vérifier si les volets étaient bien sortis. Il aurait été très difficile de faire passer le levier de commande des volets de 0 à 15 degrés aussi rapidement.
Les enquêteurs savent enfin ce qui a provoqué le crash du Boeing 727. Distraits par les conversations sans importance, les pilotes ont effectué leur vérification à la hâte. Harnais, Attaché. volet. 15-15 voyant vert. Ils ont alors cru que leur avion était paré au décollage, alors que c'était loin d'être le cas. Il y a un problème. Un pilote doit être à 100% concentré sur la tâche qu'il exécute. Effectuer une checklist tout en parlant de la pluie et du beau temps est le meilleur moyen de se laisser distraire et de commettre une erreur. Les deux pilotes sont licenciés. On a tiré énormément de leçons de cet accident au niveau de la discipline dans le cockpit, de la formation des pilotes et de la gestion adéquate de la part du commandant de bord. Désormais, les membres de l'équipage doivent confirmer visuellement chaque point d'une checklist pour éviter d'en manquer un. 30 ans se sont écoulés et j'ai l'impression que c'était hier. Je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance de survivre à une telle catastrophe. La règle du cockpit stérile s'applique jusqu'à 10 000 pieds. Mais elle n'évite pas tout le temps la distraction des pilotes. C'est peut-être à l'envers. L'altitude. Quoi? C'est quoi ce bazar? Un L-1011 Tristar dernier cri arrive aux abords de l'aéroport international de Miami après un vol de 3h15 depuis New York. Bob Loft, 30 ans d'expérience, est aux commandes de ce vol 401 d'Eastern Airlines. En plus du copilote et du mécanicien navigant, on compte un employé de maintenance en repos dans le cockpit. Bienvenue à Miami. La température avoisine les 22 degrés et c'est une très belle nuit qui s'annonce. On compte 176 passagers. Ron et Lily Infantino sont mariés depuis 20 jours à peine. Vas-y, sors le train. Lors de l'approche, c'est le copilote Albert Stockstill qui est aux commandes. Don Ripo, le mécanicien, déroule la checklist d'atterrissage. Radar. Relevé et éteint. Circuit hydraulique vérifié. 3500, 3300. Train sorti. T'as bien baissé le levier. Pas de train avant. Le voyant qui indique que le train avant est bien en place ne s'est pas allumé. Je vais le remonter. Le commandant sait que si le train est mal sorti, l'atterrissage risque de virer au drame. Il le sort de nouveau. Le voyant reste éteint. Mais y a-t-il véritablement un problème avec le train ou est-ce simplement l'ampoule qui a grillé? Bob Loft doit s'en assurer. Miami Control, ici Eastern 401. Il va falloir nous mettre en circuit d'attente. On a un voyant de train qui ne s'allume pas. Reçu Eastern 401. Remontez dans l'axe à 2000 pieds. L'aiguilleur du ciel demande au vol 401 de monter et de s'éloigner de l'aéroport, le temps de régler le problème. Tu veux que je prenne les commandes? Mais le pilote automatique. D'accord. Albert Stockstill programme le pilote automatique pour voler à 2000 pieds. Tu veux que je teste les voyants? Ouais, vas-y. Le mécanicien navigant effectue un test qui allume tous les voyants dans le cockpit. Celui du train avant reste désespérément éteint. Essaye de sortir l'ampoule. D'accord. Le commandant décide d'examiner l'ampoule de plus près. Quelqu'un a un mouchoir? J'ai pas assez de prise. Rabat-le et tourne-le à droite. T'as pas un truc pour m'aider? À gauche maintenant. Don, descends voir si ce fichu train est bien sorti. Le commandant demande au mécanicien de descendre dans la soute électronique, surnommée le trou de l'enfer.
L'espace est doté d'un hublot d'où on peut apercevoir le train avant. J'arrive pas à l'enlever. Avec des pinces et un mouchoir, je pourrais la sortir. Tu risques surtout de la casser. Bon sang, on se prend vraiment la tête pour de la gnognotte. Alors que l'équipage tente de sortir l'ampoule, dans la cabine, un passager, Richard Pragluski, remarque ce que les pilotes n'ont pas vu. L'avion se rapproche de plus en plus des marais. On était encore assez haut. Ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Le commandant s'attend à ce que son mécanicien navigant lui confirme que le train est correctement sorti. Il veut retourner à l'aéroport. Miami Control, ici Eastern 401. Nous aimerions faire demi-tour et revenir. Eastern 401, tournez à gauche. Cap unité 80. Soudain, les pilotes remarquent quelque chose d'alarmant. On a touché à l'altitude? Quoi? On est toujours à 2000 pieds, non? C'est quoi ce bazar? Dans la cabine, les lumières s'allumaient et s'éteignaient. Ensuite, on a été très violemment secoué. Et l'enfer a commencé. Je me souviens d'un éclair de lumière. Je n'arrivais plus à respirer. Ensuite, c'était le noir total, jusqu'à ce que je me réveille dans les marais. Ceux qui ont survécu à l'impact nagent alors en plein cauchemar. Les 3 membres d'équipage sont décédés. Ron Infantino a été assommé lors du crash. Sa jeune épouse Lily est introuvable. Par miracle, on compte 77 rescapés. Certains souffrent d'horribles blessures. 99 personnes ont été tuées. Lily Infantino fait partie des victimes. C'était quelqu'un de merveilleux. Elle avait 27 ans, comme moi. C'était mon tout premier amour. Les enquêteurs vont devoir déterminer pourquoi le vol 401 s'est écrasé dans les Everglades. Le crash du vol 401 d'Eastern Airlines en Floride fait la une de la presse mondiale. Les enquêteurs du NTSB font face à une pression énorme pour découvrir ce qui s'est passé. C'était quelque chose d'incompréhensible, parce que l'avion en question était moderne et à la pointe de la technologie, en parfait état de marche. L'état du nez de l'appareil, ainsi que la longue traînée de débris, suggèrent que l'avion descendait lentement et graduellement avant de percuter les marais. Tandis que l'équipe de recherche s'affaire sur le terrain, les enquêteurs du NTSB s'emploient à cataloguer les débris. Les photographies des instruments de bord leur apprennent que le pilote automatique était réglé pour maintenir une altitude de 2000 pieds. Mais le pilote automatique. D'accord. Dans ce cas, pourquoi l'avion est-il descendu? Y a-t-il eu dysfonctionnement du pilote automatique? Par chance, l'ordinateur n'est pas endommagé. Pour le tester, les enquêteurs le montent dans un autre TriStar et décident de suivre à l'identique la route empruntée par le vol 401. Le pilote automatique maintient bien l'appareil à 2000 pieds. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas le soir de l'accident? Après avoir écarté l'hypothèse d'une défaillance du pilote automatique, les enquêteurs se tournent vers l'enregistreur phonique. Miami Control, ici Eastern 401. Il va falloir nous mettre en circuit d'attente. On a un voyant de train qui ne s'allume pas. Au cours de l'écoute, un indice important émerge.
T'as entendu? L'avertisseur d'altitude s'est déclenché quelques instants avant l'impact. Comment ils ont pu passer à côté? Mais les pilotes n'y ont pas prêté attention. Les enquêteurs passent en revue toutes les transcriptions et les bandes audio afin de comprendre pourquoi l'équipage n'a pas réagi aux alarmes. Je sais pas ce qu'il bloque. C'est peut-être à l'envers. C'est pourtant simple. Avant que l'alarme ne se déclenche, toute l'attention des pilotes était tournée vers le voyant du train avant. Il y a toujours quelque chose. L'équipage n'a pas entendu l'avertisseur parce qu'il était occupé à régler un autre problème. L'alarme, que l'on entend distinctement sur l'enregistreur phonique, n'a pas été perçue par les hommes qui se trouvaient dans le poste de pilotage, non pas parce qu'ils n'étaient pas attentifs, mais parce qu'ils étaient focalisés sur un problème bien précis. La question est alors de savoir comment les pilotes ont pu se laisser distraire au point de s'écraser. Les enquêteurs ont examiné les interactions des membres d'équipage pour comprendre pourquoi aucun d'entre eux n'avait remarqué que l'avion s'était mis à descendre. C'est quoi ce bazar? Le facteur humain était encore tabou en 1972. Les pilotes avaient une confiance aveugle dans le pilote automatique. Mais le pilote automatique. D'accord. Au point de ne pas surveiller suffisamment leurs instruments. Après avoir enclenché le pilote automatique, l'équipage est resté obnubilé par l'ampoule du voyant du train, sans jamais piloter l'avion. Essaye de sortir l'ampoule. D'accord. Une question cruciale reste en suspens. On doit encore trouver pourquoi l'avion est descendu. Afin de mieux comprendre de quoi parlaient les pilotes au moment précis où l'avion s'est mis à descendre, les enquêteurs synchronisent l'enregistreur phonique et celui des paramètres de vol. Ils font une découverte surprenante. À 23h37 minutes et 8 secondes, l'avion amorce sa descente. C'est à cet instant précis que le commandant a demandé aux mécaniciens d'aller vérifier visuellement le train d'atterrissage. Don, descends voir si ce fichu train est bien sorti. Pour les enquêteurs, lorsque Bob Loft s'est tourné, il a sans le vouloir donné un petit coup dans son manche, ce qui a suffi à désengager le contrôle de l'altitude du pilote automatique. Sans que personne ne s'en rende compte, un simple coup a lancé la descente graduelle de l'appareil. Il a été établi qu'un petit coup suffisait parfois à faire sauter le pilote automatique. Les conséquences sont catastrophiques. Le NTSB conclut à une erreur de pilotage. Distraits, les pilotes n'ont pas surveillé leurs instruments de vol. Et ils n'ont pas été bien formés. Le problème, c'est qu'à l'époque, personne n'avait appris à Bob Loft ou Albert Stockstill qu'en cas de problème, la première des responsabilités du commandant est de garder le contrôle de son appareil. Cet accident aura eu pour conséquence de modifier la formation des pilotes sur les façons de gérer les différentes interactions à chaque étape d'un vol. Même quand ce sont des systèmes automatisés dernier cri qui contrôlent l'avion, les pilotes ne doivent pas perdre de vue leurs priorités. Fantastique. C'est un système dernier cri. Mais il existe diverses formes de distraction. Et en un clin d'œil... Relief. 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 Pourquoi l'alarme sonne? Un moment d'inattention peut s'avérer fatal. À l'aéroport international de Jakarta en Indonésie, un vol de démonstration est prêt à partir. L'équipage est aux petits soins des 36 invités qui ont pris place à bord d'un appareil russe flambant neuf, un Sukhoi Superjet 100.
Sukhoi est un avionneur russe connu pour ses aéronefs militaires. Il n'avait encore jamais vraiment construit d'avion civil. L'enjeu était de taille. Le vol de cet après-midi s'inscrit dans une tournée asiatique dans 6 pays. Parmi les passagers, on trouve des acheteurs potentiels de grandes compagnies aériennes, ainsi que des journalistes. En matière de sécurité, la Russie faisait figure de mauvais élève. Sa réputation à venir allait dépendre de ce vol. Volet 15. Volet 15, c'est bon. Le commandant Alexander Yablontsev est le chef pilote d'essai de Sukhoi. Transpondeur. Affiché. Il est le pilote qui cumule le plus de temps aux commandes du Superjet. Checklist prédécollage terminé. L'officier navigant Alexander Kochetkov est également un pilote d'essai aguerri. Depuis la cabine, un mécanicien et un navigateur surveilleront les performances de l'appareil. Sukhoi 36801, autorisé décollage. C'est parti. Le vol doit durer 30 minutes. Parti du sud de Jakarta, l'appareil doit rejoindre la campagne de Bogor pour revenir ensuite à l'aéroport. Mesdames et messieurs, Sukhoi vous souhaite la bienvenue à bord de son Superjet 100. La montée est très calme. Un client potentiel, envoyé par une grande compagnie indonésienne, est présent dans le cockpit. Lors d'un vol de démonstration, certaines restrictions sont levées. Il n'est pas anormal d'inviter un passager dans le poste de pilotage pour lui faire vivre l'expérience aux premières loges. La première partie du vol se fait à 10 000 pieds, loin des routes commerciales. Du champagne? À mi-parcours, le commandant change d'itinéraire. Descendons à 6000 pour commencer à rebrousser chemin. Jakarta Control, Sukhoi 36801. Demandons à descendre à 6000 pieds. Sukhoi 36801, descente à 6000 pieds approuvée. Tout est très bien placé. C'est très intuitif. Ce cockpit est impressionnant. Je m'y vois déjà. Dans ce cas, faisons un 360 avant de rentrer. Le commandant décide de prolonger le vol en effectuant un virage complet supplémentaire avant de rentrer à Jakarta. Jakarta Control, Sukhoi 36801. Demandons virage à droite à 6000 pieds. Il s'amusait un peu. Sukhoi 36801, virage à droite approuvé. Pour effectuer le virage, le commandant devra entrer une série de caps dans le pilote automatique à différents moments. La manœuvre est tellement fluide que c'est à peine si les passagers la ressentent. Vous désirez du caviar russe? On fait encore un 360 ou on amorce l'approche? Commençons l'approche. Alors que le copilote vérifie sa carte d'approche, Relief. une alarme sonore retentit. Pourquoi l'alarme sonne? La base de données, peut-être? Quelques instants plus tard, le Sukhoi Superjet disparaît des écrans radars. T'es passé où? Sukhoi 36801. Répondez. Malgré 4 tentatives, l'appel reste sans réponse. L'avion aurait déjà dû atterrir. Sukhoi 36801 n'est plus sur le radar. Les autorités déclarent une urgence. On craint que l'avion se soit écrasé contre le mont Salak, au sud de Bogor. « 18 heures après la disparition de l'appareil, un pilote d'hélicoptère finit par distinguer des débris plusieurs centaines de mètres en contrebas d'une falaise. Les enquêteurs indonésiens sont face à un des plus gros défis de leur carrière.
Avec un groupe de soldats indonésiens, les enquêteurs se lancent à l'assaut du mont Salak afin de trouver l'épave d'un Sukhoi Superjet. On continue. Il leur faut 9 heures pour parvenir à l'endroit de la catastrophe. Ce qu'ils découvrent est bouleversant. La situation sur place était terrifiante. Il y avait énormément de fumée et des débris de tous les côtés. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir ça. Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants. Pour découvrir les causes de l'accident, les enquêteurs commencent par interroger les contrôleurs aériens. L'avion était censé prendre au sud en direction de Bogor avant de faire cap vers le nord pour rentrer à Jakarta. Ils étaient censés faire un petit aller-retour. Au lieu de ça, il a repris vers le sud et percuté une montagne. Comment ont-ils pu finir ici? C'est pas logique. Les enquêteurs envisagent 2 hypothèses de travail. Soit les systèmes de bord ont connu un raté, soit les pilotes ont commis une erreur fatale. Et si les pilotes n'avaient pas été correctement préparés au vol? Un agent au sol est interrogé. Vous savez comment s'est passé le briefing des pilotes? Il n'y a pas eu de souci, sauf que les pilotes n'y ont pas assisté. Étonnamment, seul le chef navigateur a assisté à la réunion préparatoire. Les enquêteurs découvrent également que le mont Salak n'apparaît pas sur la carte de navigation et que l'agent au sol ne l'a jamais mentionné. Il semblerait donc que les pilotes russes n'avaient pas été prévenus de la présence d'un haut sommet près de leur route. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas aperçu au cours du vol? La question est sur toutes les lèvres. Les boîtes noires sont enfin prêtes à être analysées. Les enquêteurs se penchent d'abord sur l'enregistreur de paramètres qui indique la route exacte suivie par l'avion. En direction du sud-ouest. Le cap est de 240 degrés. Ainsi que tous les caps entrés par les pilotes. Lorsqu'il amorce son virage, il entre 333 degrés. L'avion aurait donc dû revenir vers Jakarta. Puis les enquêteurs remarquent quelque chose qui ne s'explique pas. Le dernier cap entré était 174 degrés vers le sud. À ce niveau-là. Il aurait dû entrer un autre cap pour repartir au nord. Le cap de 174 degrés a conduit l'avion vers le sud et le mont Salak. Le pilote aurait dû entrer un cap supplémentaire afin que l'appareil reprenne la direction de l'aéroport. C'est ici que tout s'est joué, juste là. Prêt? Les conversations du cockpit sont synchronisées avec les données de vol afin d'établir une chronologie exhaustive. Descendons à 6000 pour commencer à rebrousser chemin. L'avion est à une trentaine de kilomètres au sud de Jakarta lorsque le copilote contacte la tour. Jakarta Control, Sukhoi 36801. Demandons à descendre à 6000 pieds. Nuage noir droit devant. 4 mots lourds de sens. Des nuages noirs. Ils ne voyaient sans doute pas la montagne devant eux. Dans ce cas, faisons un 360 avant de rentrer. Jakarta Control, Sukhoi 36801. Demandons virage à droite à 6000 pieds. Sukhoi 36801, virage à droite approuvé. Le pilote vient d'ajouter son virage à son plan de vol. Mais pour que le pilote automatique puisse le réaliser, il a besoin qu'un cap supplémentaire soit entré. L'ordinateur de bord fait le travail à ma place. Je sais qu'il joue au VRP, mais il devrait rester concentré sur son virage.
Tout est très bien placé. Le TOS est très intéressant. Il fournit de très bonnes données topographiques. Il vante les mérites du TOS. Le TAWS, TOS en anglais, est le système d'avertissement et d'alarme d'impact. Il utilise les données de vol et le GPS pour suivre le cap de l'avion et prédire s'il existe un risque de collision avec le relief. Cette discussion a duré 38 secondes. Il est équipé d'un système d'alerte prédictif dernier cri. L'avion a déjà accompli un tiers du virage à 360 degrés. Mais on n'a aucun problème de relief en ce moment. Parce que le train est plat. L'avion faisait cap vers Jakarta, aucune montagne devant. Le terrain est plat et il y a la mer au loin. Le Sukhoi continue de tourner vers le sud. Il est gourmand en carburant? Pas du tout. On a brûlé très peu de kérosène. Attends, arrête. Le dernier cap entré était 174, ce qui les mène droit vers la montagne, alors qu'il doit encore tourner. Mais il disserte sur les réacteurs. Les enquêteurs ont vu juste. Le commandant est tellement distrait que les caps qu'il entre ne permettent pas à l'ordinateur d'effectuer un virage complet à 360 degrés. Il en oublie d'entrer son nouveau cap. Commençons l'approche. Les pilotes préparent leur atterrissage. Le commandant croit se diriger vers l'aéroport, alors qu'il fonce droit vers la catastrophe. Relief, 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 relief. Tirez. C'est le TOS. L'enregistrement confirme que l'alarme s'est bien déclenchée au bon moment. Pourquoi ils n'agissent pas en conséquence? Relief, relief. Pourquoi l'alarme sonne? La base de données, peut-être? Attends, c'est ça, la base de données. L'ordinateur de bord comprend une base de données remplie d'informations topographiques, mais le commandant pense qu'il s'agit d'une défaillance. Le pilote pense à une erreur, d'autant que les nuages lui empêchent de voir quoi que ce soit. Et la montagne ne figure pas sur sa carte. Il est convaincu que l'avertisseur sonne par erreur. Relief, relief. Relief, relief. Ce dispositif, censé éviter le pire, n'est alors rien de plus qu'un bruit agaçant. L'accident est désormais inévitable. Dans leur rapport final, les enquêteurs concluent que les pilotes ont ignoré les alarmes du TAWS parce qu'ils n'avaient pas conscience des montagnes environnantes. Ils volaient dans la mauvaise direction parce qu'ils s'étaient laissés distraire par la conversation. Cette bévue a coûté la vie à 45 personnes. Malgré la mise en place par la FAA de la règle du cockpit stérile en 1981, Messieurs, comment ça se passe? elle a été enfreinte à plusieurs reprises. De nos jours, elle est plus sévèrement appliquée. C'est parti. Entrer dans un cockpit n'est pas une décision à prendre à la légère. L'histoire a montré qu'une petite distraction pouvait conduire à un drame.